Bonjour à tous. Alors, comment communiquer sur le thème de la durabilité? Comment sensibiliser, réveiller les consciences sur les défis écologiques? Nous avons deux personnalités pour en parler, ici à l'Université de Lausanne, dans le cadre de la plateforme de recherche Volte-Face. Merci Cyril Dion d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le réalisateur du film Demain, véritable phénomène. 1 million d'entrées lors de sa sortie en France. Vous en êtes à combien d'entrées maintenant avec le film? En France, 1 million, on s'est arrêté à 1,1 million, mais il est sorti dans une trentaine de pays. Et on a déjà vendu 250 000 DVD en France. Et bientôt une sortie aux États-Unis. Et ça sort aux États-Unis le 22 avril, oui. Donc, Une diffusion planétaire, c'est un film, alors si vous l'avez vu, c'est un film plein d'espoir qui apporte des solutions concrètes. C'est ce qu'aiment les gens, hein. C'est un film qui pousse à agir. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de votre parcours aux chercheurs et aux étudiants de l'Université de Lausanne. Et vous avez accepté de débattre avec Dominique Bourg, vous êtes philosophe. Vous êtes professeur à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne. Dominique Bourg, vous avez écrit une dizaine de livres. Vous êtes souvent appelé pour des conférences également. Expert, vous conseillez aussi Nicolas Hulot. Vous êtes vice-président de sa fondation. Alors, tous les deux, vous n'avez pas tout à fait la même vision du développement durable. Non, la mienne, elle est mieux. Tu en as une déjà, c'est bien. Moi, je suis pas sûr d'en avoir une. Vous, plutôt pessimiste, vous vous définissez comme un décroissant désespéré parce que vous dites « attention ». Ce que je dis, oui, mais pas... Tous les signaux sont au rouge, climat, océan, biodiversité. Vous, Cyril Dion, est-ce que vous diriez aussi que la situation aujourd'hui est irrécupérable? Elle n'est pas loin de l'être, en tout cas. On est déjà rentré dans des mécanismes irréversibles pour un certain nombre de choses. Et si on ne réagit pas dans les 20 à 30 ans qui viennent, mais plutôt 20, d'autres vont rentrer dans des phases d'irréversibilité qui sont extrêmement effrayantes. Donc oui, je partage à peu près le constat que fait Dominique là-dessus. Votre film, est-ce que ce film vous montre que finalement la communication est vraiment essentielle? Est-ce que le cinéma est vraiment le bon outil pour réveiller les consciences? Je pense que c'est un outil très puissant. En fait, c'est pas uniquement le cinéma. Pour moi, c'est le fait de raconter des histoires. Quand on a fait ce film, moi j'ai été beaucoup inspiré par un livre d'une romancière qui s'appelle Nancy Houston, qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Et dans ce livre, elle explique qu'en fait les êtres humains sont certainement la seule espèce, à notre connaissance en tout cas, à envisager leur existence comme quelque chose qui a un début, un déroulement et une fin. Et que ça c'est le fondement d'une histoire, d'un récit. Et qu'on passe notre temps à construire des récits. Quand vous vous présentez à quelqu'un, que vous racontez qui vous êtes, vous sélectionnez un certain nombre de faits, vous les mettez dans un certain ordre et ça fait une histoire, vous vous racontez. Quand on a créé les religions, ce sont aussi des histoires qui ont... La plupart des gens qui ont diffusé les religions n'étaient pas des contemporains. Par exemple, pour la religion chrétienne, Paul, que les chrétiens appellent Saint Paul, n'était pas un contemporain de Jésus. Il ne l'a pas connu. Il a raconté cette histoire. Et cette histoire s'est colportée... les nations sont des histoires. Quand on a créé la nation des Français, elle n'avait aucune existence tangible. Les gens ne se sentaient pas français, il n'y avait pas de nation française. Mais simplement, ce récit était tellement inspirant qu'il a permis ensuite de matérialiser quelque chose. Et donc moi, je me suis dit que la société telle qu'elle était aujourd'hui, elle était le fruit d'une histoire, d'un récit. Et que ce récit avait été énormément porté par le cinéma, par la publicité, par l'image. L'image étant devenue omniprésente dans notre société. Donc, qu'un moyen de mobiliser les gens était sans doute de raconter une autre histoire, de leur donner envie de construire un monde différent, à travers un récit qui utilise les images. Et pour moi, le cinéma, encore plus que la télévision, a cette puissance de nous émouvoir et pas simplement de nous manipuler, entre guillemets. Avec le cinéma, on peut être à la fois, on peut comprendre des choses, on peut être ému, on peut être sensible à la beauté, on peut être emporté par la musique, on peut s'identifier à des personnages, on peut rentrer dans une histoire et dans un récit. Donc c'est un art qui est très complet, qui parle à beaucoup de dimensions de nous-mêmes. Dominique Bourg, en s'attachant essentiellement aux solutions et en étant optimiste, est-ce que vous trouvez qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que finalement, est-ce qu'on ne présente pas seulement la moitié du tableau finalement?
on s'arrête en chemin parce qu'on ne dit pas toute la vérité. Non, je crois que Cyril l'a dit tout à l'heure, il y a un diagnostic de départ, c'est ni lui ni moi qui le construisons. C'est toute une communauté de chercheurs qui le construit, donc ce n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, c'est une question d'information. Donc, mais ça, c'est le point de départ. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on arrive à motiver les gens ou pas avec ça? Si on regarde justement la structure du film Demain, ça commence sur un diagnostic qui n'est pas très drôle. Hein. C'est le fameux papier de Barnowski qui est en fait absolument apocalyptique. Et en demandant comme ça à les gens qui ont vu le film, en général, quand ils l'ont vu qu'une fois, ils ont totalement oublié le Barnowski au départ. Et quand les gens ont vu le film 2 fois, alors là, ils se souviennent du Barnowski. Et c'est très important. Si Cyril a fait le film avec Mélanie, c'est parce que, justement, eux connaissent très bien le diagnostic. Et c'était sans doute une des motivations à faire le film. Donc, si vous voulez, cette opposition entre pessimisme et optimisme, moi, elle me semble... Elle n'a pas tellement d'intérêt. Alors après, effectivement, si vous jouissez de la noirceur du diagnostic pour dire aux gens il n'y a plus rien à faire, là, effectivement, il y a sans doute un problème. Mais ça, c'est pas évident ce qu'on doit faire. Mais si on continue de faire des films dans la veine de demain, est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que c'est ce qui va permettre de sensibiliser le maximum de gens au développement durable? En tout cas, oui, ça a une force étonnante. Enfin, quand vous êtes prof, vous avez un public captif, d'ailleurs, ils sont là. Ils sont venus sur ce genre de cours parce qu'ils avaient des désirs divers. Ils arrivent, ils sont quand même en grosso modo convaincus, quoi. Quand vous faites une conférence, moi hier j'ai fait une conférence à Paris, il y avait le moyenne d'âge à peu près 60 ans, quoi. Bon, pour changer l'avenir, ça va être assez dur, quoi. Donc c'est souvent ce qui arrive quand, si vous voulez, quand on a des médias classiques, la conférence, le livre, le cours, vous touchez de petits publics et des publics qui sont déjà convaincus. Alors après, effectivement, parfois le roman, le film, un reportage à la télé, etc., là, vous pouvez vraiment élargir le public. Ça, moi, c'est des choses auxquelles je n'ai pas accès, quoi. Est-ce que vous avez véritablement eu l'impression d'aller au-delà du cercle des convaincus avec votre film? Ah oui, définitivement, c'est sûr. Même si on regarde le truc simplement au travers des chiffres, la plupart des documentaires en France, dans l'absolu, touchent entre 10 et 50 000 personnes. Quand un documentaire marche super bien, en gros, il fait 200 à 250 000 spectateurs. Donc plus d'1 million, c'est extrêmement rare. Ou alors c'est des documentaires animaliers, très familiaux. Mais sur des sujets assez pointus comme ça n'arrive presque jamais. Et là, on a vu débarquer dans des salles des gens qu'on ne voyait pas. Je suis assez d'accord avec Dominique sur le type de public qu'il y a et qui sont à peu près les mêmes sur les documentaires écolos d'habitude. Et là, tout d'un coup, on voyait des gens de toute génération et beaucoup de jeunes, ce qui était super rassurant. Et puis des gens qui témoignaient. Je me souviens ce monsieur à Aix-en-Provence. On finit le débat et qui dit oh, j'avais pas envie de venir, là, je me suis dit, ce documentaire, ça va être encore un truc écolo, bobo, super chiant, Télérama. Télérama, c'est un magazine en France un peu culturel, un peu... Ouais, et qui nous dit, et en fait, c'était super, et j'ai adoré, et j'ai passé un vrai moment de cinéma. Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses, c'était ces gens-là. Pour vraiment que ce film soit efficace, il faudrait toucher 50 millions de personnes en France, projeter dans les banlieues, projeter dans les quartiers défavorisés. Alors finalement, il y a encore du job, hein. Je suis un peu fatigué quand je vous écoute, c'est sûr. Non mais, chacun, c'est un peu la légende du colibri, mais chacun fait sa part. C'est-à-dire que nous, on a fait ce film-là, qui a eu l'impact qu'il a eu, qui a aussi suscité énormément de projets un peu partout, de gens qui se sont mis au boulot après avoir vu le film. Et puis j'espère que ça va donner envie à plein d'autres gens de faire des films, dans cette veine-là ou non d'ailleurs, ou de trouver des nouvelles formes. Moi j'ai fait ce film-là parce que j'en avais marre de voir toujours les mêmes films, de voir toujours les mêmes documentaires qui faisaient le constat, qui montraient les trucs horribles, dont les gens sortaient avec l'envie d'ouvrir le gaz ou de se pendre. Et à la fin de la séance, qui nous disaient « mais ok, on a compris, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ?» Donc, moi, je suis sûr que des gens, et peut-être des personnes qui sont là aujourd'hui, auront d'autres idées, et c'est super. Ce film, il est là, et je pense n'importe quel objet artistique a vraiment pour vocation de libérer la créativité des gens qui le regardent, de leur donner envie de créer à leur tour, sous leur propre modalité. Dominique Bourg, vous pensez que
évidemment, c'est super de toucher un large public et puis voilà, de créer un espèce de phénomène. Mais pour passer à la vitesse supérieure, en fait, il faudrait en gros maintenant toucher les décideurs, les élites, les institutions. Oui, alors cela dit, revenons quand même 30 secondes sur le film. Enfin, hypothèse comme ça, ce qui est assez passionnant dans ce film, c'est que ce sont des petits collectifs d'acteurs ordinaires. Le film de Colin Serrault, qui est magnifique par ailleurs, mais c'est des figures, c'est des espèces de vedettes. Il n'y a pas le même degré d'identification. Là, c'est monsieur et madame tout le monde, et avec des petits collectifs. Puis autre chose, moi, que j'ai adoré dans le film, c'est que, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as insisté là-dessus, je crois que c'est très important, on part des petits collectifs et ensuite on monte en généralité vers l'éducation, vers la question de la constitution. Parce qu'une tentation qu'on peut avoir, et qu'on a souvent dans certains milieux alternatifs, c'est-à-dire, bon, c'est foutu, je fais ma petite communauté et j'en ai rien à faire du reste. Ça, c'est la catastrophe. Et quand on voit par exemple ce qui se passe aux États-Unis, on a beaucoup glosé sur la fin de l'État, etc. Non, là on voit que lorsque vous avez des gens d'un certain type qui prennent le pouvoir, ça peut être extrêmement méchant et extrêmement destructeur. Donc là, le film, on va du petit collectif aux grands enjeux et on montre aux gens comment aussi les grands enjeux peuvent changer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et vous pensez que c'est efficace ? Là, vous en avez de bonnes. Si vous pensez qu'avec un film, avec un roman, avec un documentaire, on va changer le monde, alors c'est que franchement, le monde est pourri. Hein. Parce qu'effectivement, il faut quand même que les gens réfléchissent. Oui, ou alors qu'il est très facile à changer. Mais non, c'est une espèce de cuisine très complexe. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi les idées passent. Tu nous rappelais tout à l'heure, chacun, on a un vécu qui va faire qu'on va être plus ou moins réceptif, qu'on va aller chercher plus ou moins quelque chose. Donc c'est une alchimie extrêmement complexe. Changer une société, on ne va pas simplement la changer avec un seul film. Mais si vous n'avez pas ce genre de film, et s'il n'y a pas d'autres initiatives, alors ouais, on n'a pas beaucoup de chances d'arriver à la changer. J'aimerais aussi vous entendre sur l'efficacité. Finalement, vous faites du bien, ok, vous vous sentez utile, c'est créatif, ça fait du bien quand on participe à une aventure à succès. Mais au bout du compte, est-ce que... Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois. C'est-à-dire qu'on a, on a reçu tellement de messages de gens qui nous racontaient ce qu'ils faisaient après avoir vu le film qu'on a carrément ouvert une section sur le site internet qu'on a appelé Après-demain et où on a demandé aux gens de nous raconter. Et on a plus de 700 projets et je pense qu'on est hyper loin du compte. On a je ne sais combien de collectifs associatifs qui se sont créés, qui s'appellent Demain Bidule, Demain Machin, Demain Truc, avec le nom de leur ville derrière. Des gens qui ont créé des jardins partagés, des gens qui ont créé des monnaies locales, des gens qui se sont organisés avec leurs élus pour faire des projections, interpeller leurs élus en leur disant maintenant qu'est-ce qu'on fait. Des villes qui ont décidé de passer... à l'électricité renouvelable pour leurs bâtiments publics, de réduire de 40% leur consommation d'énergie, de construire des pistes cyclables à chaque fois qu'ils font des nouvelles chaussées. On a projeté le film à l'ONU. Il y a le conseiller spécial, donc à l'époque c'était de Ban Ki-moon sur le changement climatique, qui a fait un discours devant 600 personnes, donc plein d'ambassadeurs permanents, en disant il faudrait que ce film fasse partie de la formation de tous les responsables politiques sur cette planète. Et nous, on va l'utiliser dans les différentes actions qu'on a avec les délégations qui sont souvent un peu difficiles à convaincre sur certains sujets. On l'a montré au Parlement européen. J'étais à la Commission européenne. Là, il y a le vice-président de la Commission qui va faire un tour d'Europe des énergies renouvelables et qui veut utiliser le film pour entamer la discussion à la fois avec les responsables politiques locaux, mais aussi avec les citoyens, pour leur demander de soutenir. On voit et pour autant, c'est pas le film qui a fait tout ça. C'est-à-dire que c'est ce que disait Dominique, c'est que c'est une conjonction d'événements. C'est des gens qui ont déjà vu un certain nombre de reportages, qui ont déjà été à un certain nombre de cours comme ici, qui ont été à des conférences, qui ont lu des bouquins, ou alors qui ont vécu des drames dans leur vie, qui se posent des questions. Et tout d'un coup, le film là, agit comme une sorte de déclencheur, de détonateur, qui allume l'étincelle. Parce que... Il y a un terreau favorable. Parce qu'il y a un terreau favorable. Et que les choses sont en train de bouger, les gens ont tous envie de bouger. Et pas tous, malheureusement, mais en tout cas, ceux qui ont envie, ils trouvent de l'énergie parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils voient dans le film qu'il y a des gens qui leur ressemblent. Et donc, ça leur donne l'élan d'aller au bout de leur projet. Et puis, le fait que le film ait eu beaucoup de succès a aussi donné une légitimité. On a gagné un César, donc le César du meilleur documentaire. Et moi, j'étais hyper content parce que je me suis dit, tous les gens qui font ça depuis des années et des années dans leur coin et qui ont l'impression d'être des hurluberlus, tout d'un coup, ils vont se dire,
Moi, je fais un truc qui est dans un film qui a reçu un César, donc je suis pas juste le pecno du coin dont tout le monde se moque parce que oh ça va, l'écolo, tu vas arrêter de nous saouler. Je fais partie d'un truc qui est qui est le sens de l'histoire d'une certaine façon. Mais Dominique Bourg, est-ce que vous ne pensez pas que maintenant il faut passer à la vitesse supérieure? Enfin, au niveau de la communication, il faut passer un pas et se dire, OK, maintenant, il faut que ce soit politique, il faut que les décideurs s'emparent aussi de cette thématique. Enfin, oui, mais quand on voit la conjoncture aujourd'hui, quand vous voyez que dans beaucoup d'endroits, on se choisit des dirigeants borderline, et encore, c'est même un euphémisme, oui, il y a une situation en ce moment qui n'est pas très très drôle. Alors, en revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que la part des gens qui ne veut pas aller dans ce sens-là, elle se manifeste, elle se fasse entendre, qu'elle montre qu'elle existe, parce que de toute façon, l'avenir, il n'est pas du côté de ces dirigeants. Il est du côté de ce qu'on voit dans le film. Donc c'est très important, même à un moment donné, on se dit, on ne va pas arriver à transformer l'essai sur le plan politique. C'est extrêmement important que la société se regarde et qu'elle voit aussi ça. Et ça, c'est la condition pour que ça puisse démarrer après. Alors, si par miracle, et si vous avez la recette, il faut nous la donner tout de suite ce soir, de passer à la vitesse supérieure. À vous de nous la donner. Si je l'avais, ça se saurait, je vous le dis tout de suite. On y travaille à la Fondation, oui, depuis très longtemps. Là, par exemple, on a sorti une méthodologie pour changer la Constitution. Donc, on est dans la suite, précisément, de ce que montre le film. Et on s'est notamment inspiré de l'exemple islandais. Et justement, d'une des raisons pour lesquelles, en fait, l'exemple islandais n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'on a conçu quelque chose sans impliquer les élus. Nous, justement, on les implique, ils sont minoritaires, mais on les implique. Ça, c'est très important, parce que sinon, on va tous les avoir contre soi. Donc c'est ça. Ça donne envie de faire quelque chose. Et puis, effectivement, il y a une certaine forme de diffusion de l'information. Vous voyez bien que, en même temps, il y a une résistance extrêmement forte. Enfin, vous regardez ici, dans ce pays, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un débat sur la loi énergétique. Vous avez bien vu que certains ne voulaient pas ratifier pour l'accord pour la COP21. Vous regardez en France l'actuelle campagne politique, les gens qui parlent d'environnement, ce ne sont pas les gens qui sont devant dans les sondages. Donc on est bien confronté à une difficulté de fond. Simplement, par rapport à ces difficultés de fond, il ne faut pas baisser les bras. Il faut affirmer ce qui est différent parce que c'est des semences pour demain, si ce n'est pour tout de suite. Je suis quand même assez étonnée d'entendre que finalement vous êtes relativement d'accord. Vous êtes. Pourquoi on ne serait pas d'accord? Ben oui. Il faut qu'on s'engueule, Dominique. Je vous pensais très pessimiste et vous très optimiste. Finalement, vous n'êtes pas si optimiste que ça? Finalement, les humains sont plus complexes. Ils ne sont pas d'un seul tenant. Mais non, mais enfin, je veux dire, optimiste ou pessimiste, je pense que ça veut rien dire dans la conjoncture actuelle. On sait que ça va très mal. Donc, si j'étais un optimisme béat, étant donné qu'on est en train de vivre la 6e extinction de masse des espèces, que les espèces disparaissent 1000 fois plus vite que ça devrait, qu'on a des leaders populistes qui arrivent partout, que le changement climatique est de plus en plus dramatique, que là, on vient d'avoir au mois de janvier 20 degrés de plus en Arctique que la moyenne. Je veux dire, je serais carrément con si j'étais optimiste. Mais je suis très optimiste, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Non, enfin, je veux dire, je suis réaliste et en même temps, je suis absolument déterminé à faire tout ce qui est possible pour à la fois améliorer la situation et à la fois entraîner le plus de monde possible dans ce sens-là. Et en revanche, je sais qu'on connaît énormément de solutions qu'on pourrait déjà appliquer. Je sais que les êtres humains, quand on les prend par le bon côté, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est, pour moi, avant d'être un enjeu, parce que quand vous dites qu'il faut passer à l'étape supérieure, que les dirigeants s'engagent, mais les dirigeants s'engagent, quand on dit un peu qu'on a les hommes politiques qu'on mérite, ou les femmes politiques qu'on mérite, ça veut bien dire qu'ils sont le reflet de la société là où elle en est. Donc c'est d'abord une bataille, entre guillemets, culturelle et pédagogique qu'on a besoin de mener, où une partie vraiment très significative de la population a besoin de s'engager dans ces questions-là, à la fois dans son quotidien, mais aussi politiquement, en se manifestant, mais aussi en faisant pression sur les responsables politiques. Moi, je pense, on en parlait un peu tout à l'heure, qu'on a besoin de rentrer dans une logique de confrontation. La plupart des gens n'ont pas envie de changer. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est un peu comme si vous disiez
Mais comment ça se fait que c'est pas Louis XVI qui a fait la révolution en France, qui a pas dit bon allez tous dans la rue, coupez-moi la tête et instaurez une république. Ça marche pas comme ça. Je veux dire, c'est pas les gens qui bénéficient aujourd'hui des avantages du pouvoir qui vont avoir envie de changer le système qui leur est complètement acquis. Très concrètement, une logique de confrontation, c'est quoi ? Vous allez vous confronter à qui ? Vous allez taper à quelle porte ? Mais ça veut dire à tous les échelons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a un problème avec les multinationales. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont trop grosses, qui accumulent trop d'argent, trop de pouvoir. Ça pose un problème démocratique, ça pose un problème économique puisqu'elles concentrent trop de richesses et elles désertifient une trop grande partie de l'économie. Donc ça, par exemple, on a besoin de rentrer dans une logique de confrontation. La première, c'est d'arrêter d'aller acheter chez eux, clairement. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Bourg ? Totalement. C'est-à-dire d'arrêter de leur donner de l'énergie. Désolé de vous expliquer. T'es chiant aussi, t'es tout le temps d'accord. Donc ça, c'est une première logique de confrontation. Une deuxième logique de confrontation, c'est à partir du moment où on voit des lois qui vont être promulguées, qui vont dans le sens de continuer à donner toujours plus de pouvoir à ces grandes entreprises ou à quelques États ou à quelques grandes banques, de s'y opposer. Donc d'aller dans la rue, de créer des pétitions, de mener des actions de communication comme peuvent le mener par exemple Greenpeace de temps en temps, ou de sabotage, ou pour vraiment éclairer quand ils pénètrent dans des centrales nucléaires pour montrer qu'il y a des difficultés de sécurité, etc., etc. Parce que sinon, si on reste hyper gentil là dans notre coin en disant on pourrait faire des potagers en permaculture, ils vont nous dire ouais, bien sûr, tu es très gentil, va faire ton potager en permaculture, mais plus loin s'il te plaît. Pendant que nous, on continue à gagner des milliards avec nos grosses sociétés. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez eu un impact fou avec un film, Demain. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent nous aider ? Parce que finalement, le crowdfunding, votre financement participatif, 200 000 francs réunis en 3 jours, peut-être que ça, c'est un levier à mieux utiliser et à activer. Chez nous, c'est des euros. Oui, c'est 200 000 euros. Je ne sais pas combien ça fait en francs suisses. Mais c'est à peu près pareil. D'accord. Oui, évidemment. Après, c'est pareil, c'est un outil, donc c'est à double tranchant. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont à la fois une formidable caisse de résonance pour des projets. C'est une façon de faire du bouche à oreille complètement dingue. On ne pouvait jamais imaginer ou espérer mobiliser autant de personnes en un si petit laps de temps. Et à la fois, c'est l'instrument de flicage le plus développé qu'on ait jamais inventé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même capable de surveiller les gens, de récupérer leurs données personnelles, de savoir ce qu'ils achètent, pour qui ils votent, où est leur banque, ce qu'ils font dans la journée. Et ça, c'est très inquiétant. Et puis, c'est aussi un endroit de concentration de pouvoir, puisqu'aujourd'hui, on a quand même quelques très grosses entreprises qui sont en train de truster l'espace Internet, dont Facebook, Twitter, Apple, Google, Amazon. Les multinationales, Ouais. qui font beaucoup d'argent. Ouais. Dominique Bourg, quel autre moyen de communication est aussi efficace que le cinéma ? Est-ce que vous croyez par exemple à la puissance, au pouvoir des réseaux sociaux ? C'est pas votre spécialité. Non, mais... c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, on l'a vu dans les révolutions. On a vu ça au moment du printemps arabe, etc. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est un moyen de mobilisation extrêmement rapide et puis en quelque sorte déconcentré. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas dans le monde habituel où on pouvait convoquer en quelque sorte depuis le haut vers le bas. Là, c'est de façon beaucoup plus horizontale, mais vous n'avez aucun moyen qui ne puisse être d'une manière ou d'une autre détourné. Les réseaux sociaux, c'est aussi les moteurs de référence qui vous ramènent à vos préférences racistes. Enfin, c'est tout ça. Hein. Donc, c'est une espèce de constellation extrêmement complexe. Et là, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est extrêmement par rapport à ça, c'est la question de l'éducation. Je ne suis pas sûr qu'on s'éduque sur les réseaux sociaux. En revanche, si on est bien éduqué avant, alors oui, les réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Mais si vous êtes depuis votre plus jeune âge baigné dans les réseaux sociaux, j'ai bien peur que vous deveniez assez rapidement neuneux et que vous n'ayez aucun esprit critique. Mmh. Oui, puis il y a le problème qu'on rencontre beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est que c'est un truc qui est fait pour, comme malheureusement les médias de façon de plus en plus importante, pour stimuler l'émotionnel.
Donc avoir des réactions émotionnelles, « Oh, connard !» Enfin, la façon dont les gens se parlent sur les réseaux sociaux, c'est quand même totalement stupéfiant, quoi. C'est-à-dire, vous diriez jamais ça dans la vie. Mais comme vous êtes derrière votre ordinateur, vous lâchez un petit commentaire, là, un truc bien assassin, et sans jamais avoir réfléchi parfois. C'est-à-dire que de temps en temps, moi je le vois sur mon mur, on va poster un truc et les gens réagissent sur le titre de l'article. Ils n'ont même pas lu l'article, commencent à déblatérer, à s'insulter. Ils n'ont même pas lu le truc. Ils n'ont même pas commencé à réfléchir qu'ils sont déjà en train de se crier dessus. Donc, il y a une vraie nécessité pour moi de faire ce travail pédagogique qui permette ensuite d'avoir une démocratie qui fonctionne bien. C'est-à-dire que si on veut que les citoyens puissent vraiment prendre des décisions éclairées, il faut que les médias jouent leur rôle, et les médias sociaux aussi, mais qu'on ait, comme tu dis, à la fois une éducation dans l'absolu à un certain nombre de sujets, mais aussi une éducation à les utiliser. Une éducation à l'image, une éducation à la manipulation, entre guillemets, que tout ça peut instaurer, et ensuite pouvoir l'utiliser en pleine connaissance de cause. Avant de clore cette interview, j'aimerais vous demander à tous les deux, vous poser la même question et vous demander une réponse courte. Dominique Bourg, s'il y avait une mesure à prendre, la première mesure à prendre sur laquelle faut-il se concentrer actuellement? Je vais laisser Cyril répondre. Ça me laisse le temps de réfléchir. Moi, justement, ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est la question type réseau social. Hein. Je veux dire, c'est la réponse. Oui, c'est la règle du jeu. Mais très, très franchement, je crois que précisément ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est face à une réalité extrêmement complexe et qu'on n'aura jamais une mesure qui pourra taper partout en même temps. Donc la mesure que je prendrais, ça serait d'interdire le fantasme de la mesure unique. C'est un peu quand on te demande si tu voulais faire un vœu, ça serait de pouvoir faire tous les vœux que je veux. Alors ça c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est autre chose. Cyril Dion, la priorité aujourd'hui en matière de communication. Ah, de communication. Oui. Alors, en matière de communication, ma priorité serait... Vous travaillez sur le projet d'un nouveau film. Oui, je fais un film sur la Révolution. Moi, je pense que la priorité, c'est d'essayer de mobiliser les gens sur des sujets qui les concernent vraiment. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspiré pour ce film, qui est vraiment super, qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, tout seul et sans armes », d'un gars qui s'appelle Zdra Popovic, qui était un des leaders du mouvement qui a chassé Milosevic dans les années 2000. Et maintenant, il est devenu consultant mondial en révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le voir du monde entier pour lui dire « Bonjour, on voudrait faire la révolution dans notre pays, comment on pourrait s'y prendre ?» Et il explique qu'une des erreurs majeures que font la plupart des activistes, c'est d'essayer de mobiliser les gens sur des grandes idées. Et si vous avez déjà essayé, vous vous rendez compte que quand vous dites à quelqu'un changement climatique, biodiversité, en général, il s'enfuit en courant. Ça fait peur. Hein. Non, même pas, c'est qu'ils s'en foutent complètement. Ou c'est trop ambitieux. Non, mais c'est que c'est trop abstrait. Alors que si on revient à des sujets extrêmement concrets de la vie de tous les jours, et qu'à partir de ces sujets-là, on commence à construire des mouvements qui vont prendre la trajectoire de construire une société plus écologique et plus humaine, là on a des chances d'y arriver. Je vous donne un exemple concret. Lui, il parle de Harvey Milk à San Francisco, aux États-Unis, qui est un des leaders du droit pour les homosexuels, l'égalité entre homosexuels et hétérosexuels. Et il explique qu'il n'a pas du tout commencé par ça, qu'il a commencé par un truc hyper fédérateur, les crottes de chien. C'est-à-dire que les crottes de chien, c'était pas du tout clivant. C'est-à-dire que tout le monde avait envie qu'il n'y ait plus de crottes de chien sur les trottoirs. Et donc, il a réussi à réunir des gens de droite, de gauche, des homos, des hétéros, des noirs, des blancs, des jeunes, des vieux. Et les gens se sont mis ensemble pour obtenir une victoire sur ce domaine-là. Et une fois qu'ils y sont parvenus, ils se sont dit, mais si on y arrive pour ça, on doit pouvoir y arriver pour autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, on construit. Autre exemple rigolo, on demandait à Rob Hopkins, qui était dans le film, qui est le leader du mouvement des villes en transition, si ça marchait tout le temps, quand il voulait lancer des villes en transition. Il disait, mais non, il y a des fois, ça marche pas du tout. Et les gens, quand on vient leur parler de la transition, ils savent même pas ce que c'est, ils comprennent pas. Bon. Et il y a un groupe, une fois, qui justement, arrivait pas à lancer une initiative, qui s'est demandé pourquoi, et qui s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui rassemble tous les gens de notre ville? Qu'est-ce qui est le point commun entre tous ces gens? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que quand on dit changement climatique, tous les gens ont envie de se mettre ensemble? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est le pic pétrolier? Non. Est-ce que c'est la bière? Ouais, en fait, c'est plutôt la bière, quoi. Si on dit, ouais, les gars, venez, on va boire une bière, ouais, ça marche, en fait. Et donc, ils ont monté une brasserie locale,
en disant on va relocaliser et on va faire la bière avec une personnalité qui est propre à notre territoire. Et là, il y a plein de gens qui sont venus parce qu'ils avaient tous envie de boire de la super bonne bière locale. Et une fois qu'ils étaient là, ils se sont dit mais pourquoi, si on le fait pour la bière, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas pour le reste des choses qu'on mange? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour des activités économiques qui sont aujourd'hui aux mains de multinationales, et puis si elles s'en vont, il n'y aura plus d'emplois? Et ils ont construit quelque chose comme ça, mais en partant du truc. Donc il faut trouver, voilà, quelle est les crottes de chien ou la bière de chez vous, pour essayer de mobiliser les gens. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour cette interview et je reste persuadée en vous écoutant que vous êtes fondamentalement optimistes. Merci beaucoup de votre attention.